Nous sommes les générations les plus riches, les plus connectées et les mieux soignées de toute l'histoire de l'humanité, et pourtant nous n'avons jamais été aussi mal collectivement. Ce malaise se traduit par un sentiment étrange, c'est pas forcément une grande dépression et encore moins une crise identitaire spectaculaire, juste ce sentiment diffus, pourtant chronique, un peu indéfinissable que quelque chose cloche. On se met alors à nourrir des pensées du style « je ne suis pas né à la bonne époque »,« je ne suis pas à ma place ici » ou encore « ce monde part vraiment en vrille ». C'est ce sentiment que tu avances malgré tout, oui, mais dans une direction qui ne t'appartient pas entièrement. Et ce sentiment, nous sommes de plus en plus nombreux à le ressentir profondément. Prends 2 minutes et regarde les gens marcher dans la rue. Les épaules sont voûtées, le regard est vissé vers le bas, accroché à une nuée d'écran bleu. Les gens sont tous pressés d'aller nulle part et prennent un soin particulier à ne plus se parler et à se regarder. Les yeux sont en effet creusés par des cernes qui semblent ne jamais disparaître des visages. La joie franche, le sourire spontané qu'on pouvait autrefois recevoir au hasard au coin d'une rue sont devenus complètement inexistants. Dans les bars et les espaces publics, les gens ne se parlent plus, chacun est dans sa bulle, mais personne ne se sourit. Ça, clairement, ce ne sont pas des visages de gens qui s'épanouissent, ce sont des visages de gens qui survivent dans un monde qu'ils ne comprennent plus, où l'envie de s'épanouir professionnellement est présente, et l'envie de faire des rencontres se fait forte, mais où tout semble aller de travers. Là, je parle dans le monde réel, mais sur Internet, c'est encore pire. C'est la haine qui domine. On ne débat plus, on se menace de mort d'entrée de jeu, et le coût de la vie a tellement explosé que même les pâtes sont devenues un arbitrage budgétaire. Alors on ne sort plus et on navigue dans une vague de commentaires et de contenus haineux à longueur de journée. Ce tableau-là, Albert Camus l'aurait peut-être reconnu. Dans L'étranger, il écrivait Meursault comme un homme étranger à lui-même, incapable de se sentir vraiment présent dans sa propre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un personnage isolé, Meursault. C'est presque une condition collective. Nous sommes devenus ensemble une société étrangère à elle-même, hyper connectée et profondément seule, en mouvement permanent et sans direction claire. Ce sentiment, beaucoup le portent sans pouvoir le nommer, parce qu'il est difficile à justifier sans avoir l'air de se plaindre pour rien. Alors on continue d'avancer, on fait comme si. Et quelque part dans le fond, on se demande si c'est normal de se sentir aussi étranger à une époque qui est pourtant la nôtre. Mais dans le fond, ce sentiment, je ne pense pas que ce soit une faiblesse, je pense que c'est une réponse logique à un monde qui est devenu objectivement très difficile à habiter sereinement. Ce qui est profondément déstabilisant dans notre époque, ce n'est pas le fait qu'il y ait une crise, l'humanité en a toujours traversé. Une crise, ça désigne tout simplement un moment de bascule, un point où l'équilibre se rompt et où l'on ne peut plus continuer comme avant. L'instant où un système, qu'il soit individuel ou collectif, doit se réorganiser parce que l'ancien cadre ne tient plus. Alors bien sûr, elle désoriente et elle oblige à s'adapter, mais l'être humain est capable d'encaisser une crise isolée. C'est en fait dans sa nature, car c'est ce qui lui permet d'évoluer et d'apprendre. Que ce soit une guerre, une pandémie ou un effondrement économique, l'histoire en est remplie, et pourtant après chaque rupture, la société s'est réorganisée. Parce qu'il restait toujours quelque chose de stable ailleurs. En temps de guerre, la foi dans la patrie aidait à tenir. En période de crise économique, c'est la foi dans les valeurs du partage et de l'entraide qui aidait les gens à tenir. Et dans les grandes tensions sociales, la famille, la religion, la nation ou la communauté servait encore de point d'ancrage. On peut traverser une tempête si on sait que le navire va y résister. La résilience repose là-dessus, non pas sur l'optimisme naïf, mais sur l'existence d'un socle sécurisant. On peut se permettre de perdre un repère si d'autres demeurent complètement intacts. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas face à une crise localisée, nous vivons ce que le penseur Edgar Morin appelle une polycrise, une situation où plusieurs crises majeures se déploient simultanément et s'alimentent mutuellement. On a la crise climatique, un climat de troisième guerre mondiale latent, on a une grosse fragilité économique mondiale, on a la révolution technologique et de nombreuses tensions démocratiques partout à travers le monde. Ces phénomènes ne sont pas isolés, ils interagissent entre eux. Une crise énergétique impacte l'économie, une instabilité économique nourrit de la tension sociale, une tension sociale fragilise la confiance démocratique, et un défaut de confiance démocratique engendre de fortes polarisations et amplifie les risques de guerre civile, et ainsi de suite, la liste est non exhaustive. Et lorsque toutes ces dimensions vacillent en même temps, le mécanisme de compensation devient lui aussi fragile. Si l'économie vacille, mais que la cohésion sociale tient, on compense. Si la politique est instable, mais que la prospérité matérielle demeure, alors on s'adapte. Mais lorsque la base matérielle, la sécurité collective, le rapport au réel et le sens existentiel se fragilisent simultanément, il devient très difficile de trouver un point d'appui. La branche sur laquelle on espérait se rattraper se brise en fait elle aussi. C'est plus une tempête ponctuelle, c'est un climat permanent d'incertitude. Or, le cerveau humain n'est pas conçu pour une instabilité chronique sans horizon clair. Nous pouvons supporter un choc intense s'il a une limite identifiable. Mais lorsque l'incertitude devient diffuse, quand elle touche à la fois l'avenir économique, l'équilibre géopolitique, la vérité de l'information et même la définition du progrès, alors le malaise devient plus profond, plus intime. Il ne s'agit plus simplement d'un problème extérieur. Dans le fond, si tu te sens confus aujourd'hui, si tu as l'impression que le monde avance mais que la direction devient complètement floue, ce n'est pas nécessairement une fragilité personnelle, c'est peut-être simplement la conséquence logique d'un contexte structurellement instable. Et pour comprendre ce malaise, il faut examiner ces différentes strates une à une. Alors on va commencer par la base matérielle, la sécurité économique.
Parmi les différentes dimensions de la polycrise actuelle, il y en a une qui traverse toutes les générations simultanément et qui agit comme une pression constante, silencieuse et presque banalisée. C'est celle de l'économie. Nos anciens ont travaillé dur avec l'idée qu'ils construisaient quelque chose de stable, qu'une maison, un patrimoine ou un effort accumulé sur plusieurs décennies aurait une valeur transmissible. En gros, ils avaient la notion de postérité et d'héritage. Aujourd'hui, transmettre un bien ressemble parfois davantage à transmettre une charge qu'à léguer une sécurité, tant les coûts, les taxes et les réparations et les incertitudes s'empilent. Pour la génération active, elle, l'inflation transforme progressivement le travail en simple mécanisme de paiement des charges, au point que beaucoup ont le sentiment que travailler ne sert même pas à gagner de l'argent, mais juste à payer des frais qu'on a à cause du travail. Et pour les plus jeunes, ceux qui observent tout cela en grandissant, l'argent semble davantage produire de l'angoisse que de la liberté. Ce qui explique en partie le boom des influx voleurs qui veulent en amasser à fond pour être libres. Alors ils se mettent à vendre monts et merveilles, surtout et n'importe quoi. On se retrouve avec des trucs sur Instagram du style « Si tu participes à mon webinaire d'une valeur de 9 837 € qui coûte pendant 2 heures, juste pour toi exclusivement 497 €, je t'explique pourquoi tu tiens mal ton ballon de handball et comment tu peux générer 17 000 € par semaine en moins de 48 heures juste en changeant ton grip. » Et nombreux sont les gens qui, par désespoir, veulent y croire et se font complètement plumer. Je rigole pas trop parce que entre tous les spams que j'ai sur devenir copywriter professionnel ou apprendre le trading ou alors devenir le meilleur guitariste de la région, je me suis un peu fait avoir au niveau argent. Mais aujourd'hui, ce qui rend la vie économique difficile, c'est l'inflation. On entend ce mot partout, et l'inflation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une augmentation générale du niveau des prix calculée sur une moyenne. Ce qui signifie que lorsqu'on annonce qu'elle ralentit, ça veut pas dire que les prix baissent, ils continuent d'augmenter, tout simplement moins vite. Pendant les années 2010-2020, les prix restaient relativement prévisibles. Puis la pandémie a brutalement perturbé les chaînes d'approvisionnement, et lorsque le monde a tenté de redémarrer, un conflit majeur en Europe est venu ajouter une pression énergétique et alimentaire supplémentaire. En quelques années, le coût de la vie a connu une accélération ressentie par presque tout le monde, et désormais il faut hypothéquer la maison de ta grand-mère, à laquelle tu tiens comme à la prunelle de tes yeux, pour tout simplement acheter de la litière et de la pâtée pour ton chat, que bien évidemment tu traites comme un prince. Si nous avons aujourd'hui le sentiment de ne plus nous en sortir en fin de mois, ce n'est pas qu'une question de mauvaise gestion financière. En France, on est assez mauvais sur ça, moi le premier, je suis une catastrophe. Mais il y a aussi le fait que se loger, se nourrir et se chauffer coûte réellement plus cher. Et les impôts, eux, évoluent et se multiplient comme des Pokémon sur des salaires qui sont restés fixes depuis la bataille de Verdun. Alors on se retrouve dans le rouge et le 8 du mois. Ainsi, nous sommes passés progressivement de vivre à survivre au quotidien. Et cette pression est particulièrement visible dans le milieu du logement. Les prix ont augmenté de manière stratosphérique et les loyers aussi n'ont pas cessé de grimper. Les étudiants consacrent parfois plus de 40% de leurs revenus à se loger au lieu d'étudier. Certains devant alors alterner entre cours et missions d'intérim, ils dépendent parfois de distribution alimentaire pour simplement se nourrir. Or le logement, ce n'est pas seulement un produit de marché, c'est un point d'ancrage existentiel. Un lieu à partir duquel on peut imaginer fonder une famille, avoir une stabilité et créer son propre futur. Sans lieu stable, la projection devient abstraite. Comment rêver à long terme lorsqu'on vit au jour le jour? Comment rêver d'avoir un métier d'avenir quand on vit dans la précarité en étant étudiant? Mais au-delà de l'inflation et du logement, il y a une transformation plus profonde. Le travail lui-même a changé de nature. Autrefois, même s'il était physiquement difficile, il offrait un retour tangible, la possibilité d'acquérir une maison, de partir en vacances et de transmettre quelque chose. Henri David Thoreau raconte dans Walden qu'en 1845, il a pu acheter une cabane pour quelques dollars et subvenir à ses besoins avec des sommes accessibles au regard du salaire moyen de l'époque. Aujourd'hui, même avec un travail stable et qualifié, l'acquisition d'un simple logement parfois insalubre peut nécessiter tout simplement 30 ans d'endettement. Et une part croissante des emplois est désormais digitalisée, complètement abstraite et déconnectée du monde réel. Beaucoup de gens ont le sentiment de contribuer à des flux financiers invisibles dont l'utilité sociale est difficile à saisir. Le travail ne garantit plus l'ascension, il garantit parfois seulement la non-chute. Et au moment où j'écris cette vidéo, l'angoisse de voir de nombreux métiers remplacés par l'IA plane en plus sur tout ça. Alors, quel métier et dans combien de temps? Beaucoup vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors cette mutation économique et du travail nourrit une peur diffuse, celle du déclassement. Non pas nécessairement de se retrouver dans la pauvreté absolue, mais la crainte que les efforts ne suffisent plus à maintenir un niveau de vie comparable à celui des générations précédentes. Les retraités observent un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Ceux qui approchent de la retraite la voient s'éloigner un peu plus chaque année et doivent travailler de plus en plus longtemps. Les trentenaires et les quadragénaires doutent des promesses sociales qui leur ont été faites durant leur enfance, et les plus jeunes actuellement apprennent à vivre avec l'idée que la stabilité pourrait ne jamais être acquise. Lorsque la base matérielle devient instable, ce n'est pas seulement l'économie qui tremble, c'est la capacité même de se projeter dans l'avenir. La sécurité économique est donc bien plus qu'un problème de chiffres, elle constitue la première fissure, la fondation fragilisée sur laquelle viennent ensuite se greffer toutes les autres dimensions de la polycrise.
Au moment où j'écris ces lignes, il suffit d'ouvrir n'importe quel fil d'actualité pour voir que ça bombarde au Moyen-Orient, que les États-Unis sont impliqués et que personne ne sait vraiment où tout ça va mener. Tandis que de l'autre côté du globe, la guerre continue aux portes de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, que la Chine et Taïwan se toisent du regard, et que l'Inde et le Pakistan restent sous tension permanente. Bref, le monde semble s'embraser à tout va, et je dis ça sans aucune expertise géopolitique. Parce que mon but ici n'est pas de faire un cours sur le sujet, je n'y connais franchement pas grand-chose. Sinon, je serais déjà sur les plateaux de BFM TV à parler en boucle à longueur de journée et à être payé avec votre argent. Pardon, je me suis un peu égaré. Mon but ici est de constater quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que quand ces conflits deviennent omniprésents dans l'air du temps, même si nous ne sommes pas directement concernés, ils s'impriment dans la psyché collective et deviennent une source d'angoisse sourde, une toile de fond qui modifie insidieusement notre manière de percevoir l'avenir. Il y a peu encore en France, nous n'aurions jamais pensé nous retrouver à parler sérieusement de réarmement, à voir des usines militaires reprendre du service comme la poudrerie à Bergerac, ni à évoquer l'envoi de troupes en Europe sans que ça paraisse complètement absurde. Et pourtant, ces sujets ressortent désormais jusque dans nos traditionnels apéros du vendredi soir. Et la question qui semblait réservée aux livres d'histoire s'invite soudainement dans l'intime. Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je dois le faire? Et est-ce que j'en suis capable? Les aînés, eux, ont le cœur déchiré parce qu'ils se souviennent encore des horreurs de la guerre. Et quand ils regardent leurs petits-enfants jouer dans l'insouciance, un mélange d'injustice et d'inquiétude les envahit. Hors de question que les petits vivent ça. Alors pour se protéger, le déni devient parfois la seule solution viable. On évite le sujet comme la peste, on change de conversation, même si cacher la poussière sous le tapis ne l'a jamais vraiment fait disparaître. Ce sentiment d'injustice vient aussi du fait qu'ils ont connu ce qu'ils perçoivent comme un âge d'or. Ils ont vécu la chute du mur de Berlin, une très longue période de paix et de stabilité en Europe, et une expansion économique qui semblait naturelle et infinie. Et au moment où vient leur chant du cygne, navré pour eux, le monde se fragilise sous leurs yeux. L'historien François Cochet explique qu'après le conflit en Algérie, il y a eu en France un véritable oubli de la guerre. Et Bénédicte Chéron rappelle qu'en Occident s'était installée l'idée profonde d'une paix éternelle, presque acquise par défaut. Aujourd'hui, ces murs illusoires s'effondrent et la bascule aurait commencé bien avant ce qu'on imagine. Il y a eu d'abord la guerre en Afghanistan, puis la série d'attentats en 2015, et enfin le conflit en Ukraine en 2022. Et aujourd'hui, on a maintenant l'imprévisibilité de Donald Trump à la tête d'une puissance nucléaire qui donne collectivement le sentiment d'un retour à une instabilité comparable à la guerre froide. Résultat, 65% des Français redoutent aujourd'hui un conflit armé en Europe et 72% craignent une attaque sur le territoire dans les années à venir. Au-delà des chiffres, ce qui change, c'est l'atmosphère. Le monde qu'on pensait stable se disloque sous nos yeux, la peur s'installe en bruit de fond. Elle ne paralyse pas forcément, mais elle est là, permanente. Les aînés ont naturellement peur pour leur famille, et les jeunes voient parfois leur avenir comme dystopie totale, incapables de se projeter positivement dans un monde à venir qu'ils ne contrôlent pas, oscillant entre fatalisme et défiance, certains adoptant eux aussi le déni pour préserver un minimum de sérénité quotidienne. Mais ce qui amplifie encore cette peur, c'est qu'elle ne vient pas seulement de l'extérieur, donc d'une guerre dans notre pays, il y a aussi la peur du conflit en intérieur. On a connu les attentats du Bataclan, il y a eu Mohamed Merah à Toulouse, les attaques au couteau devenues récurrentes dans le récit médiatique et les voitures béliers qui sont assez fréquentes. Ces événements laissent des traces profondes chez les gens et les femmes parlent d'une peur permanente dans l'espace public. Les hommes ont le sentiment qu'une agression violente peut survenir à tout moment et à force d'être abreuvés chaque jour d'un nouveau drame, nous finissons par nous regarder dans la rue, dans le métro, comme des ennemis potentiels. Alors bien sûr, on arrive à vivre avec tout ça, on continue de vivre malgré tout, mais quelque chose s'est installé. Comment prendre le temps de méditer sur soi, sur ses rêves, sur ce qu'on veut vraiment, quand cette inquiétude est toujours là en arrière-plan? Face à la peur, il n'y a finalement que deux réactions possibles, la fuite ou le combat. Une partie de la population se réfugie dans le déni ou l'évitement, ça c'est une évidence, et d'autres commencent désormais à combattre idéologiquement, et c'est ainsi que la société se polarise. On peut distinguer trois formes de cette polarisation. Il y a d'abord la polarisation idéologique, qui structure la politique autour de camps opposés, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Puis il y a la polarisation sociale, qui oppose des groupes entiers, comme les classes populaires contre les élites, le peuple contre les milliardaires, tout ça dans un contexte d'effritement accéléré des classes moyennes. Et enfin, il y a la polarisation affective, la plus dangereuse des trois, parce qu'elle ne relève plus du débat rationnel, mais de l'identité. Elle touche au genre, à l'orientation sexuelle, aux théories complotistes, à des figures publiques. Peu importe le thème, une fois que c'est affectif, ce n'est plus une discussion, c'est une appartenance. Et lorsque mon appartenance est attaquée, la violence symbolique et parfois physique n'est jamais très loin. Le problème, ce n'est pas l'existence de la polarisation en elle-même. En fait, elle fait partie d'une démocratie vivante. Le problème, c'est son intensité. Tout devient désormais manichéen. C'est soit noir, soit blanc. Et si tu refuses de choisir un camp ou d'adhérer entièrement à une ligue, tu deviens suspect. Aujourd'hui, tu es soit un antifa, soit un ultra de droite. Mais tu peux pas être entre deux apparemment. Donc il faut forcément souhaiter la mort du camp opposé. La nuance devient une faiblesse, la tempérance devient une trahison totale.
Ce qui alimente cette intensité, c'est la transformation du paysage médiatique. En quelques minutes, je peux volontairement m'immerger dans du contenu exclusivement de droite ou exclusivement de gauche. Je peux alors me mettre à explorer toutes les théories du complot sur les chaînes Trail ou devenir zadiste professionnel. Je traduis pour les journalistes éco-terroristes. Une fois que j'ai donné une direction claire à l'algorithme, bien sûr, il me matraque dans ce sens indéfiniment, ce qui fait que même si à la base j'adhérais pas à l'idée, je vais devenir un défenseur ardent de cette idée. Mais avant, il y avait juste quelques chaînes d'information, et c'était les mêmes pour tout le monde. Donc tout le monde voyait la même chose. Aujourd'hui, il y a de l'info en continu, et il y a des chaînes spécialisées sur des informations de droite, des chaînes spécialisées sur des informations de gauche, tu as juste à choisir, et il y a les réseaux sociaux, et surtout la possibilité de trouver immédiatement une information qui confirme exactement ce que je veux croire. Ce n'est plus la vérité qui prime, c'est la confirmation de ce que je considère déjà comme la vérité. Parce que seule ma vérité prévaut. Vous tous, vous avez tort. Et c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Dans ce contexte, exercer un esprit critique demande un effort considérable, parce que ce qui compte sur Internet, ce n'est pas la véracité ni l'utilité pour le bien commun d'une information, mais son potentiel à faire le buzz. On traverse alors un labyrinthe de fake news, on subit la pression des groupes polarisés, et beaucoup finissent par renoncer à chercher la nuance, non pas par paresse, mais par épuisement. Ce cocktail explosif nourrit un ressentiment massif envers les institutions. C'est ce que révèle le baromètre de confiance Edelman, et nous sommes passés progressivement de la peur à la polarisation, puis désormais au ressentiment. 61% des personnes interrogées pensent que le système ne fonctionne plus, se sentent accablés par leurs factures, et n'arrivent plus à se repérer dans un monde de surstimulation et de désinformation permanente. Ils n'ont plus aucun espoir pour l'avenir. La fracture sociale, le sentiment de corruption politique, l'impression que les élites s'enrichissent pendant que les classes moyennes s'effritent, renforcent cette conviction que quoi qu'on fasse, la situation va empirer de toute façon. Alors bien évidemment, quand la confiance disparaît, la peur devient chronique. On ne croit plus aux institutions, on doute des médias, on soupçonne les gouvernements et on se méfie les uns des autres. Et même la démocratie perd progressivement de sa crédibilité. Il devient alors très difficile de nourrir de grandes ambitions, de rêver, de construire quoi que ce soit qui dépasse le court terme. Beaucoup hésitent à faire des enfants de peur de les laisser dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup commencent tout simplement à baisser les bras. Alors, pour fuir un peu ce marasme et la surcharge permanente d'informations, on se réfugie dans la consommation de contenu. Il y a une autre dimension de cette époque désorientée dont on parle finalement assez peu, pas parce qu'elle est abstraite, mais parce qu'elle est tellement intégrée à notre quotidien qu'on ne la voit plus vraiment. C'est pas spectaculaire comme une guerre ou un effondrement économique, et pourtant elle agit directement et silencieusement sur notre capacité à penser, c'est la désorientation cognitive. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'esprit pouvait encore se poser durablement sur une chose. Lire un livre pendant 1 heure, suivre un raisonnement jusqu'au bout, rester dans une conversation sans être interrompu toutes les 37 secondes, tout ça faisait simplement partie du fonctionnement normal de la vie mentale. Le rythme était plus lent, mais cette lenteur permettait justement à la pensée d'aller plus loin, plus profondément. Mais aujourd'hui, ce rapport au monde a changé de façon radicale. En quelques secondes sur un téléphone, on peut voir défiler une quantité d'images, d'opinions et de réactions qui auraient autrefois mis plusieurs jours à apparaître dans une vie quotidienne. Le cerveau reçoit une succession de stimuli si rapides qu'il n'a réellement plus le temps d'intégrer ce qu'il voit. Et dans ces conditions, il n'est finalement pas surprenant que beaucoup de gens aient aujourd'hui du mal à rester concentrés sur une tâche aussi simple que lire quelques pages, ou tenir une conversation qui demande un minimum d'attention soutenue. Ce n'est pas un défaut de conception, ce n'est pas de la paresse, c'est la conséquence logique d'un environnement qui a été conçu délibérément pour fragmenter l'attention humaine. Parce que l'attention fragmentée, ça rapporte beaucoup d'argent. Les grandes plateformes qui structurent aujourd'hui notre rapport à l'information ont compris depuis longtemps que la ressource la plus précieuse n'était ni l'or ni le pétrole, mais le temps mental des individus. Plus tu restes devant un écran, plus les données que tu produis ont de la valeur. Alors les contenus ne sont plus organisés pour être compris ou approfondis, mais pour provoquer une réaction immédiate, que ce soit de l'indignation, la curiosité ou la colère. Et les algorithmes réorganisent en permanence ce que tu vois pour maximiser exactement ce type de réaction de ta part. Alors peu à peu, tu te retrouves plongé dans une version du monde qui n'est plus exactement le monde réel, mais une construction algorithmique taillée sur mesure pour tes habitudes de navigation. Ce qui se passe alors dans notre rapport au réel est très subtil. Un drame international, une publicité, une vidéo absurde d'IA d'un chat qui twerk et une polémique politique sur un énième détournement de fonds sans conséquence se retrouvent juxtaposés à quelques centimètres les uns des autres sur le même écran, comme s'ils appartenaient au même registre d'importance. L'esprit humain, qui n'a jamais été conçu pour traiter un tel mélange permanent de signaux contradictoires, finit par perdre progressivement sa capacité à hiérarchiser ce qu'il voit. Et quand on ne sait plus hiérarchiser ce qu'on voit, on ne sait plus très bien ce qui compte vraiment. À ça s'ajoute la surcharge informationnelle pure. Chaque jour, nous recevons davantage de données que ce que le cerveau peut raisonnablement organiser et comprendre.
ce qui produit une fatigue mentale permanente, une irritation diffuse ou au contraire une forme de détachement qui ressemble à une lassitude profonde face au monde. Et paradoxalement, plus le nombre de choix augmente, que ce soit le type de contenu qu'on regarde, les types de plateformes d'opinion qu'on utilise ou les directions possibles qu'on peut avoir dans nos vies, moins on se sent libre, parce que chaque choix semble impliquer l'abandon d'innombrables alternatives, alimentant un sentiment constant de doute et de regret. Le philosophe Hartmut Rosa appelle ça l'accélération sociale. Les technologies qui devaient nous faire gagner du temps ont paradoxalement augmenté la vitesse de la vie quotidienne. Et les institutions politiques n'arrivent plus à suivre cette cadence, ce qui renforce encore l'impression d'un monde en mouvement permanent, sans direction stable. L'arrivée de l'intelligence artificielle accentue cette dynamique, elle ouvre des perspectives immenses, mais elle renforce aussi un sentiment d'incertitude profond sur l'avenir du travail et la place de l'être humain dans un univers technologique qui se transforme plus vite que notre capacité à nous y adapter. Dans cet environnement saturé et accéléré, l'esprit peine de plus en plus à construire une vision claire du monde. Les repères deviennent flous, les informations se contredisent, et ce qui se dégage au final, c'est l'impression de réel difficile à interpréter. Et quand on ne parvient plus à ordonner ce qu'on voit autour de soi, il devient également très difficile de s'orienter soi-même. La désorientation cognitive n'est donc pas simplement un problème d'attention. C'est un trouble plus profond du rapport au réel, et quand le réel lui-même devient difficile à comprendre, savoir où l'on va devient une question sans réponse évidente. Parce qu'avec ce problème du rapport au réel qui se désagrège, c'est le lien humain lui-même qui commence à se fragiliser. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus troublant à observer, parce que l'être humain est fondamentalement un être de relation. Nous avons besoin de nous sentir reliés, compris, attendus quelque part, reconnus par d'autres consciences que la nôtre. Pourtant, nous vivons dans une époque où la communication n'a jamais été aussi simple techniquement, et où malgré ça, les individus se sentent plus seuls que jamais. C'est là tout le paradoxe, en quelques secondes il est possible d'envoyer un message à l'autre bout du monde, de rejoindre une communauté, de maintenir une présence numérique presque permanente dans la vie des autres. En apparence, tout semble favoriser la connexion. Mais dans le fond, quelque chose s'est inversé. Nous sommes plus joignables que jamais, mais beaucoup moins rejoints intérieurement. Nous échangeons davantage, mais nous nous rencontrons moins. Nous communiquons en continu, sans forcément créer de lien. La solitude contemporaine ne se résume d'ailleurs pas au fait d'être seul physiquement. On peut être entouré et se sentir profondément isolé. On peut parler tous les jours à des gens sans jamais avoir le sentiment d'être réellement vu, compris ou aimé. C'est pour ça que la solitude moderne est si difficile à supporter. Elle n'est pas seulement une absence de compagnie, elle est l'expérience intime d'un manque de résonance avec les autres. Le monde semble rempli de gens, mais vide de présence. Et cette fragilité sociale touche aussi les amitiés, les cercles sociaux et les lieux de rencontre ordinaires. Autrefois, beaucoup de relations naissaient dans le voisinage, dans la famille élargie, dans les habitudes concrètes du quotidien. Aujourd'hui, ces médiations se sont affaiblies, les cercles se réduisent comme peau de chagrin, les routines collectives disparaissent et chacun vit de plus en plus dans sa bulle. Dans les cafés, dans les transports, dans les salles d'attente, on ne regarde plus vraiment autour de soi. Les visages sont baissés vers les écrans, les écouteurs ferment toute discussion possible. Et cette disponibilité spontanée qui permettait autrefois aux liens de naître se fait de plus en plus rare. À cela s'ajoute une transformation plus subtile mais tout aussi destructrice. Les relations sont devenues tout simplement plus transactionnelles. On évalue tout le monde avec une note sur 10 et on identifie les red flags à tout va. On entre dans le lien avec les autres comme on entrerait dans un marché, avec des critères, des attentes spécifiques et une logique de rendement affectif. Comme s'il fallait optimiser le partenaire ou l'ami avant même de le connaître. L'autre n'est donc plus accueilli comme une présence imprévisible, mais comme une possibilité à tester et à jauger, et qu'on décide de conserver uniquement si cette personne correspond suffisamment à nos attentes extrêmement élevées. Or, une vraie relation ne se construit jamais sur le contrôle, elle se construit sur une part d'inattendu, de risque et de vulnérabilité. Et ça, on ne sait plus trop comment faire. C'est probablement dans le domaine amoureux que cette crise du lien apparaît avec le plus de violence. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement le célibat de masse, ni l'épuisement produit par les applications de rencontres, c'est que de plus en plus d'individus semblent avoir perdu foi dans la possibilité même d'un lien durable et profondément humain avec quelqu'un d'autre. Beaucoup ne cherchent alors plus vraiment à rencontrer quelqu'un, ils cherchent juste à ne pas souffrir. Et la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de s'isoler du monde. Et cette nuance justement, de ne plus chercher à rencontrer quelqu'un mais à éviter la souffrance, ça change tout. Parce que lorsque la peur prend le dessus, le lien n'est plus vécu comme une aventure humaine mais comme une zone à risque. Alors on se protège, on se ferme, on se méfie et on ghoste avant d'être ghosté. On prend de la distance avant de s'attacher, on ironise sur l'amour avant d'avoir à reconnaître qu'on est en manque. Ce qu'on appelle parfois du cynisme n'est bien souvent qu'une armure posée sur une fatigue affective très profonde que l'on vit collectivement. Et c'est sur ce postulat que la guerre des sexes prospère. Non pas comme un simple affrontement idéologique, mais comme l'expression collective de blessures intimes qui n'ont jamais été digérées. Les femmes blessées finissent par se méfier structurellement des hommes, et les hommes rejetés finissent par nourrir un ressentiment global envers les femmes.
Chacun généralise à partir de ses propres cicatrices, chacun transforme une souffrance réelle en grille de lecture totale des autres. Peu à peu, l'autre sexe cesse d'être perçu comme un mystère à rencontrer et devient un camp ennemi à décrypter, à éviter et parfois même à haïr. Et le plus tragique, c'est que cette logique ne détruit pas seulement les relations toxiques, elle empêche aussi les relations saines de naître. Des personnes profondément compatibles se ratent non pas parce qu'elles ne se plairaient pas, mais parce que tout le contexte contemporain travaille contre elles. L'écran remplace la présence, le soupçon remplace la curiosité, et le filtre remplace l'imprévu. On ne se parle plus vraiment d'humain à humain, on interagit de profil à profil, d'avatar d'un site de rencontre à avatar d'un autre site de rencontre. Et cette crise ne touche d'ailleurs pas seulement l'amour, elle affecte la capacité générale à faire confiance, à se montrer vulnérable et à supporter la lenteur propre à toute naissance d'une relation authentique. Nous avons pris l'habitude de consommer vite, de zapper vite, de juger vite, et cette habitude finit par contaminer nos liens. Or, une relation forte ne naît jamais dans la vitesse, elle demande du temps, des maladresses et des ajustements, et parfois des silences et souvent des efforts. Dans une culture qui glorifie l'instantanéité, la profondeur relationnelle devient presque contre-culturelle et repoussante. Le résultat, c'est que beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui une forme de famine affective. C'est pas un manque d'interaction en soi, mais c'est un manque de profondeur avec les autres. Ce n'est pas un manque de contact avec les autres, justement, mais c'est un manque de lien. Ce n'est pas un manque de conversation, mais c'est un manque de présence sincère. Et lorsque cette faim dure trop longtemps, elle use l'âme, elle déforme le regard sur les autres et elle installe ce sentiment terrible que quelque chose de fondamentalement humain est en train de disparaître. C'est ça, au fond, l'effondrement relationnel de notre époque. Ce n'est pas la fin des relations au sens strict, c'est la difficulté croissante à créer des liens qui tiennent, qui réchauffent le cœur et qui apaisent ceux qui vivent ces relations. C'est la difficulté de trouver des relations qui donnent le sentiment d'habiter le monde avec quelqu'un plutôt que de simplement être à côté des autres. Et lorsqu'une société produit des individus à la fois hyper connectés et profondément seuls, elle ne crée pas seulement de la tristesse, elle crée des conditions d'un vide beaucoup plus profond, un vide de sens de la vie elle-même. Car de toute cette polycrise en découle une autre, et de toutes les crises que nous traversons, c'est celle qui nous affecte le plus profondément, et paradoxalement, celle qu'on ignore le plus. Elle n'est ni économique, ni géopolitique, ni technologique, ni relationnelle. Elle n'est même pas quantifiable. Elle est intérieure, c'est une crise spirituelle. Arrêtons-nous une seconde sur ce qu'on est vraiment. Nous sommes là, collectivement perdus sur un caillou en chute libre, autour d'une boule de feu, dans un vide sans début ni fin. Notre planète a un âge tellement vertigineux qu'on ne peut pas réellement le concevoir dans nos esprits. Nos buildings, nos banques, nos villes reposent sur des vestiges de civilisations entières, humaines et non humaines. Je parle des dinosaures, calme-toi Jean-Yves, que nous avons presque entièrement oubliés, qu'on se remémore de temps en temps devant un documentaire Netflix comme si tout ça était de la fiction divertissante. Et un jour, toi aussi tu vas disparaître. Pour tes petits-enfants, tu ne seras qu'un visage inconnu sur un album de famille. Même ta descendance ne saura rien de tes combats, de tes peines et de tes victoires. Ton entreprise sera oubliée. Ton TikTok où 500 millions de vues sera oublié. TikTok lui-même cessera d'exister. Viendra un jour où la Terre n'existera plus, où le système solaire n'existera plus, où la Voie lactée se fondra dans une autre galaxie, sans laisser de traces de ce que nous avons été. Ce que je dis, ça peut paraître froid et absolument glauque, mais c'est pas du nihilisme en fait. C'est juste la réalité de la condition humaine. Pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu avec cette réalité en face d'eux, sans la fuir, mais en l'acceptant totalement. Et ils en ont fait quelque chose. C'est en étant conscients de leur propre finitude et de la vacuité des choses qu'ils ont construit des cathédrales, des mosquées, des monuments vertigineux qu'ils savaient ne jamais voir terminer de leur vivant, car c'était des travaux sur plusieurs générations. Ils ont transmis des sagesses à des générations qui ne rencontreraient jamais. Ils ont cherché un sens qui dépasse leur propre existence. Et aujourd'hui, nous faisons tout l'inverse. Nous passons nos vies à agir comme si nous étions le personnage principal d'une histoire éternelle, comme si le monde entier allait se souvenir de nous à tout jamais, alors que nous ne savons rien de nos arrière-grands-parents, qui étaient pourtant des êtres humains à part entière, avec, leur propre histoire. Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Il voulait parler de la naissance d'un homme capable de créer son propre sens. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que Dieu a juste été remplacé par un billet de banque, un simple bout de papier qui n'a pour seule valeur que celle qu'on lui accorde collectivement, et vers lequel nous orientons pourtant l'entièreté de nos vies. Notre mythologie moderne, c'est la croissance économique infinie dans un monde de ressources limitées. Nous avons oublié les dieux, nous avons oublié l'âme, oublié tout simplement la magie de la vie. Et d'un autre côté, la science, elle, cherche à répondre à absolument tout. Et c'est magnifique dans ce qu'elle accomplit. Grâce à ça, on a l'évolution de la médecine, on a l'évolution des conditions de vie, du confort. Mais elle a aussi produit quelque chose d'inattendu. On ne peut plus tout simplement se poser dans la nature et s'émerveiller devant la beauté d'une orchidée, sans que quelqu'un arrive pour nous expliquer que, alors techniquement, d'après la biologie moléculaire, ce phénomène est dû à ferme ta... Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». La sagesse contemporaine lui répond « Moi, je sais tout ». Et la capacité d'émerveillement, elle,
prend un coup dans l'aile. Mais surtout, et c'est là que ça devient vraiment grave, nous n'avons plus le temps de nous poser ces questions. Nos vies sont désormais rythmées par le travail, au lieu que ce soit l'inverse. De la naissance à la mort, nous ne sommes plus vraiment des êtres humains, nous sommes des ressources humaines, vouées à entretenir la mythologie de la croissance infinie. On nous fait croire que parce qu'on participe à cette course, on aura notre part du gâteau, on nous fait croire que l'argent fait le bonheur et qu'il est le symbole d'une vie réussie. On cultive nos mondes extérieurs, à savoir qu'il faut montrer sa réussite par ses possessions, et pendant ce temps, on néglige entièrement notre monde intérieur. On ne se pose plus de questions sur la conscience, sur son origine, ou sur ce qu'il y a derrière le silence dans nos esprits. On ne se demande plus qui est la voix dans notre tête, ni si on peut être bien plus qu'un simple corps physique. La science dit qu'après tout, la conscience est un cocktail chimique, fin de l'histoire. On parle à tout va de réussir sa vie sans jamais se demander ce que c'est que de vivre vraiment. Et pendant ce temps, tout doit être monétisé. Tu fais de la guitare, va créer ta marque. Tu fais du sport, vends ton programme en ligne. Tu es musicien, lance un Patreon. Même un simple jeu vidéo, on y joue pour l'optimiser et non pas pour s'amuser. Avant même d'avoir déballé ta première guitare, tu as déjà une armada de publicités qui t'explique comment générer tes premiers revenus avec. Juste le plaisir d'être là, à faire quelque chose pour le faire, par pure fait en elle-même, est devenu presque impensable. Nos grands-mères tricotaient des pulls horribles pour Noël, tout simplement par amour. Maintenant, il faudrait les vendre sur une boutique en ligne comme, je sais pas, Etsy. On n'a plus de passion pour nourrir nos âmes, on n'a que des projets de business. Nous avons aussi perdu quelque chose de fondamental, les rites de passage. Ces moments symboliques qui marquaient les grandes étapes d'une vie, qui signifiaient tu n'es plus l'enfant que tu étais, tu entres dans quelque chose de nouveau. Ces rites donnaient une forme d'existence, un rythme, une direction à nos vies. Aujourd'hui, ils ont disparu, et avec eux, les repères qui permettaient de savoir qui on est, qui on veut être, et où on en est dans sa propre vie. Et enfin, il y a le rapport à la mort, ou plutôt, son évitement total. Mon Dieu cache cette finitude que je ne saurais voir. La recherche tente désormais de nous rendre immortels. Mais à quoi bon? Pour être salarié jusqu'à 354 ans? Pour faire tourner la machine encore un peu plus longtemps? Ce qui fait la beauté d'une vie, c'est précisément sa finitude. C'est parce qu'elle est limitée qu'elle a une valeur inestimable. C'est parce qu'on va mourir qu'on a des raisons urgentes de vivre vraiment et passionnément. Mozart, bien que mort jeune, a voué l'entièreté de sa vie à la musique. Michel-Ange a accepté de perfectionner son talent pour la peinture alors qu'à la base il est sculpteur, quand on lui a proposé de peindre un plafond. Des siècles après, on en parle encore. Ces hommes-là n'optimisaient pas leur personal branding, ils servaient quelque chose qui les dépassait, et c'est précisément pour ça qu'ils nous ont laissé quelque chose à nous. Ce qui fait la richesse d'une vie, ce n'est pas la quantité de ce qu'on possède, ni le nombre de vues qu'on a accumulées. C'est la qualité de ses expériences, c'est la profondeur de nos connexions, et c'est la sincérité de ce qu'on a créé ou transmis. Et ces expériences-là, on les fait en se connectant les uns aux autres. Parce que pour découvrir qui je suis, je dois d'abord découvrir qui je ne suis pas. Et qui je ne suis pas, c'est toi. En te découvrant toi, je me découvre moi. Et c'est aussi simple et aussi vertigineux que ça. Nous avons complètement perdu tout cela. Il y a encore tant de choses à dire, mais je préfère terminer sur quelque chose d'essentiel et de plus positif. Pense à la personne la plus forte que tu connaisses, celle qui t'inspire le plus, celle dont tu te dis à chaque fois « J'aimerais avoir son courage, sa sérénité et sa façon d'être ». Il y a une chose qui est certaine, c'est que cette personne a traversé quelque chose de très difficile dans la vie. Quelque chose qui l'a brisé, ou presque. Et c'est précisément pour ça qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Pas malgré ce qu'elle a traversé, mais grâce à ce qu'elle a traversé. Ce que nous vivons collectivement en ce moment, c'est exactement ça. Une épreuve. Et comme toutes les épreuves, elle est en train de nous transformer. Nous traversons plusieurs crises en même temps qui nous forcent à nous réinventer et à réexploiter nos potentiels latents. Par exemple, effectivement, l'intelligence artificielle bouleverse le monde du travail. Mais paradoxalement, elle pousse les gens à redevenir plus créatifs, plus manuels, plus humains. Les métiers de l'artisanat semblent retrouver de beaux jours devant eux, par exemple, parce qu'il y a un regain d'intérêt pour tout ça. Comme si les mains avaient envie de reprendre leur pouvoir de créativité. Toujours dans l'aspect créatif d'ailleurs, mais aussi dans la connexion entre les uns et les autres, les réseaux sociaux ne sont pas si néfastes que ça. Ils vendent énormément de super performances et de perfection en tout genre. Par exemple, moi, sur mes fils d'actualité, j'ai des guitaristes qui ont des niveaux stratosphériques dès l'âge de 8 ans. Ou j'ai des sculpteurs, alors que je fais pas de sculpture, qui ont tant de maîtrise que quand on voit ce qu'ils font, on se demande comment c'est possible, et même si c'est possible. Et en fait, face à toute cette super performance, il y a des gens qui se savent nuls, et qui se disent vu que je pourrais jamais avoir ce niveau, bah vas-y je me lance. C'est complètement paradoxal, mais ça lève les freins en fait. Alors, en partant de zéro, ces gens se filment tous les jours en train de débuter un projet qui leur tient à cœur. Et souvent, au lieu des moqueries qu'ils craignaient avoir à subir, ils trouvent des communautés entières et complètement bienveillantes qui apprennent à leur côté et qui les encouragent à continuer. C'est un peu bizarre, mais ce côté je suis nul mais je tente crée quelque chose que la perfection n'a jamais créé. De l'authenticité et du partage sincère. Au niveau des relations d'ailleurs, une des grosses crises, j'ai fait une vidéo complète sur ça, c'est au niveau des relations.
La guerre des sexes, la misogynie, la misandrie ont créé en retour une contre-réaction inattendue. Il y a bien des gens qui ont totalement baissé les bras et qui fuient toute forme de relation et qui sont dans le nihilisme, mais il y a aussi des gens qui fuient les réseaux sociaux pour se retrouver en vrai à la terrasse d'un café, dans les agences matrimoniales, dans les salons de speed dating ou au bar tout simplement. Alors petit à petit, les gens, les hommes et les femmes, semblent commencer à se regarder à nouveau dans la rue. Mais il faut pas se leurrer, on est encore au cœur de la crise, il y a encore la grosse tempête, mais c'est alors à chacun de nous d'agir, en incarnant soi-même les valeurs que l'on aimerait trouver chez les autres. On a abordé beaucoup de crises, et j'ai parlé un peu de la guerre. Je n'ai pas de conclusion positive concernant la guerre. Le climat fait peur, certains s'en foutent complètement et sont dans le déni, d'autres sont terrorisés. Mais on ne peut pas contrôler les décisionnaires. Par contre, on peut apprendre à se contrôler soi-même et à contrôler les informations que l'on décide de regarder, ou pas d'ailleurs. Sans être dans le déni, on peut aussi apprendre à fixer notre attention sur les choses qui nous tiennent à cœur, sur les gens que l'on aime. Si au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es seul, comme beaucoup de personnes dans le monde en ce moment, ça n'est pas une fatalité en soi. Profite de ce temps à toi pour enfin passer à l'action sur tes rêves. Parce que, je parle de guerre, mais du coup, avec tout ça, on sait pas de quoi demain est fait. Alors lance-toi maintenant, écris ce livre que tu as en tête depuis des années, mets-toi à la peinture que tu rêves de faire depuis des mois, organise des combats de trucs dans ton salon si ça te fait plaisir, mais bref, vis ta vie à toi. Et je déconne, ne fais pas de maltraitance animale. En bref, toutes ces crises nous forcent à regarder en chacun de nous et à chercher le beau, et à se poser la question, c'est quoi ma vie de rêve? C'est pas une coïncidence, ça c'est pas le fruit du hasard, c'est la nature humaine, notre nature profonde, qui se rééquilibre face à toutes ces crises. Parce que, dans la nuit la plus sombre que l'on puisse imaginer, la simple étincelle peut nous éblouir. Nous vivons actuellement une période sombre, il est temps pour nous de retrouver cette étincelle que nous avons en chacun de nous. Après tout, Gandhi ne disait-il pas « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Nombreux sont celles et ceux à chercher cette part de lumière en intérieur, et à vrai dire, la science elle-même, si cartésienne, semble renouer avec les dieux. Pendant des millénaires, ce que nous ne comprenions pas, nous l'avons confié aux dieux. La foudre, le feu, le vent, les étoiles, l'infinité de l'espace. Petit à petit, la science est arrivée et a voulu tout expliquer, tout mesurer et tout réduire à quelques équations mathématiques. Mais aujourd'hui, en allant toujours plus loin, elle commence à buter sur des mystères que les équations ne suffisent plus à résoudre. Des questions métaphysiques émergent, que ce soit à travers la physique quantique, l'ordre si parfait de l'univers, ou les coïncidences incroyables comme le nombre d'or que l'on retrouve de la coquille d'escargot aux spirales des galaxies. Tout cela ressemble de moins en moins à du hasard, comme si la science et l'occulte, après des siècles de séparation, commençaient enfin à se parler. Ces voiles mystérieux dont nous reprenons conscience nous incitent à nous reposer les questions profondes. Qu'est-ce que la conscience ? Des médecins comme Raymond Moody, Eben Alexander ou en France Jean-Jacques Charbonnier explorent les expériences de mort imminente et ce qu'ils trouvent ébranle profondément l'idée que nous ne serions que les corps physiques traversant brièvement un monde matériel. Ainsi, on voit un retour en force des pratiques méditatives, que ce soit le jeûne qu'on appelle le carême, le ramadan ou le jeûne intermittent. La science commence à confirmer ce que les traditions savaient depuis des siècles sur ces pratiques. Ce n'est pas une mode, c'est un éveil, voire même un réveil. Et toi, dans tout ça, dans ce réveil collectif et individuel qu'on peut avoir pour donner une belle direction au monde, tu comptes. Parce que tu es un acteur principal de la direction que nous voulons prendre désormais. Ce que tu ressens en ce moment, cette envie que les choses soient différentes, c'est déjà une forme d'action. Parce que tout commence là, dans ce petit feu intérieur qu'il y a en toi, qui refuse de s'éteindre face à tout ce marasme. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour commencer à changer quelque chose autour de toi et en toi. Tu peux apprendre à nourrir des conversations honnêtes avec des gens dans la rue ou avec tes proches. Tu peux te mettre à faire un jardin partagé, partager tes ressources avec des gens de ton village. Tu peux décider de faire une vidéo depuis ta chambre et t'en fous si ça marche pas, mais fais quelque chose pour toi et le monde te le rendra. Ce sont ces petits gestes multipliés par des millions de gens qui construisent lentement quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes effectivement plusieurs générations un peu perdues en ce moment, mais en chemin vers quelque chose qu'on n'a pas encore nommé, mais que c'est à nous de créer. Ce chemin, on le construit ensemble, à tâtons, mais on le construit résolument. Tu es à chaque instant l'artisan de qui tu choisis de devenir. Et ça, cette liberté-là, aussi vertigineuse qu'elle soit, personne ne peut te l'enlever. La personne que tu étais au début de cette vidéo est, je l'espère, un peu différente de celle que tu es maintenant. Et ça, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie pour ton temps et ton attention. À bientôt.